Voilà. Eh ben, bonjour Valérie. Merci d'avoir couru jusqu'à nous. Finalement, juste pile à l'heure, on y est arrivé. Voilà, ça marche. Alors, donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais poser une première question à Valérie. Comme ça, vous avez encore un peu 2-3 minutes pour penser à vos questions, puisqu'après, la parole est à vous, puisque Valérie, il est là finalement pour répondre à vos questions sur le film, mais aussi plus général, si vous avez des questions plus générales sur le cinéma, finalement, sur ce que c'est de faire du cinéma. En parlant de cinéma d'ailleurs, ma première question, elle ne va pas concerner le film directement, mais plutôt toi et ton rapport au cinéma. Est-ce que le cinéma, ça a toujours été une évidence pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au cours de ton parcours ? Tout d'abord, je vous redis bonjour. Désolé, je viens à peine d'arriver là, avec mes valises. Alors, le cinéma, non, pas du tout. Moi, je viens pas du tout d'une famille déjà où on fait de l'art, où on fait du cinéma. Dans ma famille, c'est plus considéré comme des distractions. Enfin voilà, ça rentre pas dans l'idée du monde du travail, quoi. Donc, évidemment, ça m'est jamais venu à l'idée. Du coup, voilà, moi, j'ai plutôt essayé de faire des études. J'ai essayé de... C'est vraiment... J'avais toujours... J'aimais bien écrire des histoires, en gros, depuis que je suis tout petit. J'aimais bien les mangas aussi, tout ce qui était dessin animé et tout ça. Et j'avais beaucoup de problèmes d'orthographe et de dyslexie. Du coup, je savais que j'aurais des problèmes dans le vrai monde du travail, en gros. Étant donné que je savais que... À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT et tout ça, donc on pouvait pas... J'avais du mal à orthographier les choses, donc je savais que ça serait dur de m'intégrer dans le monde du travail. Donc je pensais quand même peut-être m'en sortir par une voie plus artistique. Et c'est vraiment arrivé sur le tard, donc vers 23-24 ans, que je me suis orienté vers le cinéma, que j'ai commencé à découvrir ça via une médiathèque qui était celle de l'ULB. D'ailleurs, ça c'est un petit conseil, au lieu de streamer à mort sur Netflix ou ces trucs-là où au final on n'a pas tellement de films, il y a quand même encore quelques bonnes médiathèques, mais maintenant, enfin moi je crois que je suis dépassé là. Il y a encore quelques vidéoclubs. Mais là c'est mort maintenant, ça n'existe plus ces trucs. Les médiathèques, c'est fini. Putain. Mais même à l'ULB. Pas à l'ULB, t'es sûr ? Même à l'ULB. Parce que normalement, les médiathèques.culture, c'est général. Je crois qu'ils arrêtent tout. J'ai entendu un oui. Ouais, vous voyez, je suis dépassé. Il y a de Vidéo Express. Ouais. Enfin, moi, c'est grâce à ça, ça m'a refait ma culture, en fait. Parce que le problème du cinéma, c'est qu'il faut quand même une petite culture cinéma. Il faut quand même avoir vu pas mal de choses pour avoir des références, pour pouvoir en parler. Et donc, ça m'avait pas mal aidé. Bon, maintenant, je sais qu'il y a Streamio. Il y a plein... Mais bon, on va pas en parler ici. Enfin, en tout cas, voilà. Et donc, je me suis... Il y a de très bons cinémas d'art et essai aussi. Mais il y a des... Pour les jeunes et tout, il y a des prix et tout ça. Oui, tout à fait. Et puis, il y a les quartiers Néville maintenant. Donc, voilà, pour une somme dérisoire, on a accès à tous les cinémas d'art et essai. Et donc, voilà, c'est seulement vers 25 ans que j'ai commencé à rentrer en école de cinéma. Voilà, j'ai un peu traîné un peu avant, mais finalement, voilà, là, je suis là devant vous. Mais c'était pas une évidence, le cinéma. Je pense que c'est pas évident que ça devienne une évidence, en fait. Il faut vraiment avoir une culture, il faut vraiment avoir des parents qui sont immergés là-dedans, il faut vraiment avoir des gens, ou alors, comme moi, il y a une médiathèque qui d'un coup va vous plaire, vous allez y aller constamment, il y a quelqu'un qui va vous conseiller constamment, mais il faut quand même avoir des gens qui vont vous transférer ça, quoi, à un moment donné, quoi. Et donc, l'intérêt, évidemment, ce qui est chouette, c'est qu'il se trouve partout. Donc, dès le moment où on a l'intérêt, on va trouver la personne qui va nous permettre, en tout cas, d'avoir accès à ce médium, quoi. Si c'est pas vos parents, ça sera peut-être un ami de parents, ou ça sera peut-être enfin, ça peut être tellement de gens. Mais en tout cas, moi, quand j'ai eu l'intérêt, boum, c'était à 23 ans et ça allait très vite, quoi. Merci beaucoup pour cette première réponse. Ah, il y a déjà une main levée. Donc, il y a peut-être pour toi, Léo, du coup. Donc, il y a Léo et Camille qui sont de part et d'autre. Et puis, voilà, moi, je vois vos mains qui se lèvent. Merci déjà pour cette première question.
Comment vous êtes venu l'idée de faire ce film ? Alors. Donc en fait, ça c'est un film un peu particulier dans la vie d'un cinéaste, parce que c'est le... Donc au début, quand on est cinéaste, c'est un peu comme le sport, hein, le cinéma. D'abord, vous jouez, vous faites des courts-métrages, donc des beaucoup plus petits films, et vous allez devoir vous imposer un peu dans l'univers et le monde du court-métrage. Le monde du court-métrage, c'est un monde qui n'est pas hyper connu. C'est pas connu du grand public, c'est connu plutôt des gens qui sont fanatiques de cinéma et qui aiment découvrir les plus jeunes auteurs, ceux qu'on ne connaît pas encore. Un peu comme dans le football, où vous avez des classes de jeunes ou des divisions de jeunes, et puis vous pouvez monter dans le football pro. Et donc ça, c'est mon tout premier long. Alors le premier long métrage, c'est un film qui est très particulier, parce qu'on ne vous connaît pas encore vraiment, on ne sait pas encore si vous êtes capable de réussir un long métrage, étant donné qu'un long métrage, c'est énormément d'argent. Il faut pouvoir faire confiance à la personne à qui on donne cet argent, et il ne faut pas qu'elle le gaspille inutilement. Donc c'est toujours complexe de passer du court au long. Et une des grandes complexités, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en premier long. On peut pas, si vous adorez la science-fiction, par exemple, comme moi, ben, vous ne pouvez pas faire votre premier film de science-fiction en premier long. Si vous le faites, c'est vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous n'aurez pas un budget suffisant pour faire un gros film. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'ai décidé d'écrire un premier film qui me correspondait, donc quelque chose que je savais que j'allais maîtriser, et quelque chose que je connaissais, un univers que je connaissais bien. Donc, c'était l'univers du sport et de l'internat, qui est un univers que j'ai connu quand j'avais 15-16 ans. Et donc voilà. Et il y a aussi une force, c'est que quand vous parlez de quelque chose que vous maîtrisez très bien, vous allez être plus sincère et plus singulier. Ça va vous permettre quand même d'aller apporter quelque chose. Parce que malheureusement, le cinéma, comme pas mal d'art, la littérature, ça a déjà été beaucoup... beaucoup de gens sont passés avant vous. Et donc il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît déjà. Donc il faut réussir à apporter sa petite graine, que son histoire elle soit un peu originale, un peu singulière. Donc je me suis dit, allez, je vais parler de quelque chose que je connais, qui est cette sensation de faiblesse que j'ai eue quand j'étais jeune, parce que j'avais eu un grave accident. Et cet accident m'a plongé pendant une très longue période de vulnérabilité. Et c'était ce que je trouvais intéressant dans ce film, c'est comment accepter qu'à un moment on est vulnérable, on est faible, dans un âge où on est dans la puissance. Parce que l'adolescence, voilà, on doit faire un petit peu le malin devant ses copains et tout, enfin, pas tout le temps, mais ça peut vite être un âge où on veut être un peu trop dans la puissance. Donc j'avais envie de faire un film comme ça sur cette sensation que j'avais vécue, moi, plus jeune, de vulnérabilité. Donc je raconte l'histoire de ce jeune homme qui vous tire la langue, là, et qui a tout pour être dans la puissance, est populaire, a tout ce qu'il veut, mais d'un coup, il va y avoir une faille un peu psychologique qui va le mener à se remettre en question. Donc je suis parti là-dessus, c'était ça l'idée du film. Merci beaucoup. Alors, il y avait une main levée ici. Ah, enfin oui, on va prendre d'abord ici, et puis toi et toi. Ouais. Ok. Vas-y. Moi, ma question, c'était, est-ce que Mathéo, il n'est pas un peu... Amoureux. Est-ce que Mathéo, il n'est pas un peu amoureux de Camille ? Parce qu'au début du film, on dirait un peu qu'il a des attentions particulières envers Camille. Merci pour ta question. Donc tu veux savoir s'il aime, mais il a de l'attraction, quoi. J'ai l'impression qu'il est amoureux de lui. Okay. Ben, en tout cas, j'ai pas écrit le film comme ça. Mais si toi tu vois ça, c'est pas intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans leur amitié, c'est que c'est une bromance. Donc ce sont des amitiés entre garçons qui sont ultra fusionnelles, ultra fortes, mais il n'y a pas d'attraction sexuelle. Mais de temps en temps, comme ça, tu as un meilleur ami dès l'adolescence et tu ne jures que par lui. Il a même des intérêts en commun avec lui. C'est quand même deux jeunes qui veulent sortir peut-être un peu de leurs conditions, partir à Paris. Mathéo, comme ce sont des boxeurs, ils sont sparring partners, ce sont des jeunes qui s'entraînent constamment ensemble. Tu peux pas progresser en boxe si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux échanger les coups. C'est pas possible. Et il faut qu'il y ait des gens comme ça qui acceptent comme ça de te combattre constamment et tout. Donc c'est un sport qui est assez particulier, en tout cas dans le progrès. Et donc ces deux jeunes, voilà, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ils font le même poids,
ils sont dans la même catégorie. Et donc Matteo, il met toute sa, en tout cas tous ses intérêts, tous ses désirs sur Camille. Donc c'est pour ça qu'il l'adule. Moi, je pense que c'est plutôt, il adule Camille, il l'admire, tu vois. Et à sa manière, Camille, il admire Matteo parce que Matteo est sociable, il est drôle, il a une énergie positive qui fait que les gens l'aiment bien, tandis que Camille, il est assez taciturne. Donc c'est deux jeunes qui se complètent. Et quand tu te complètes, bah, tu as l'impression d'être un peu un. Et quand tu n'es que un, ben voilà, il y a de la fusion qui se crée. Mais je pense vraiment que c'est une bromance avant tout. Donc, mais si toi, tu y as vu de l'amour, c'est que tu as vu des regards, des manières de se regarder et tout ça. C'est ça qui t'a... Voilà. Ben ouais, mais tu sais, je sais pas vous, hein, mais dans l'amitié, de temps en temps, on peut avoir beaucoup de jalousie aussi. Hein. Parce que là, c'est beaucoup de regards de jalousie. C'est quelqu'un, Matteo, il est assez déçu de son pote. Parce que ils ont construit leur amitié sur la boxe et sur la puissance. Ils ont construit leur amitié sur le fait qu'ils allaient aller loin dans ce sport. Parce que même si tu n'es pas toi le champion, mais tu es le sparring partner, tu évolues quand même avec le boxeur. Parce que voilà, un boxeur, il a besoin de sparring partner, c'est hyper important. Il a besoin de combattants de confiance avec qui il peut s'entraîner constamment, qui connaissent ses faiblesses, ses avantages, qui peuvent reproduire des choses. Donc voilà, ils sont là, ils sont dans cette dynamique-là. Mais ce n'est pas une dynamique amoureuse. Mais de manière générale, dans ce film-là, pour être honnête avec vous, j'ai voulu enlever les dynamiques amoureuses, ça veut dire avec l'attraction, on va dire, sexuelle. Je ne les ai pas mis. Même Camille, même le rapport qu'il a avec Yas, c'est un rapport au final qui est... oui, à un moment, il a envie de l'embrasser, mais c'est juste qu'il n'est pas bien à ce moment-là. Il s'est fait tellement rejeter, il a tellement eu de problèmes qu'il a besoin d'une affection sur le moment. Mais j'avais pas trop envie de parler de dynamique amoureuse. Et pour être honnête avec vous, moi déjà adolescent, évidemment, ça nous arrivait, mais ça nous arrivait pas souvent. Alors je sais que dans le monde, vous voyez ce que c'est platonique ? Moi, je trouve que l'amour dans l'adolescence, c'est très platonique. On en parle beaucoup, on se regarde beaucoup, mais on fait pas souvent grand-chose, quoi. Enfin, je sais pas pour vous. Hein, mais... Et donc voilà, dans ce film-là, j'ai pas voulu parler de ça directement. J'avais plutôt envie de parler des grosses amitiés, quoi. Merci, et merci pour ta question. Il y en a plein Alors, qui sont là. Ouais, c'est ça, mec. il y avait ici Camille et puis toi, ouais. Bonjour, ma question c'est... Alors le parle budget bien dans le micro, sinon on t'entend pas. Ok. Le budget alloué à votre film, il est de combien ? Le budget du film. Devine. Est-ce que tu as une idée déjà ? Parce qu'après on dit des chiffres, mais... Ça coûte combien un film ? Je ne suis pas dans ça, mais d'après les... Parle bien dans ton micro, sinon on t'entend pas bien. En fait, j'ai vu beaucoup de partenaires, la CNC, l'ING. Sur ça, Tu connais tout ça, toi ? Tu connais tous ces partenaires ou pas ? J'ai vu il y a quelques jours, que la CNC donnait un budget pour les réalisateurs. C'est CNC. Ouais, C'est ça que tu veux dire ? Oui. C'est un des partenaires. Mais... C'est le partenaire français, en fait. Ouais. C'est l'argent français, ça. Ouais, mais justement, Ça s'appelle ça le Centre national du cinéma. D'accord. En tout cas, tu as bien fait. Il y a plein de partenaires, mais un film comme ça, tu dois bien imaginer que ça dépasse en tout cas 1 ou 2 millions. C'est vite cher, quoi. Okay. Là, celui-là, il a 2,7 millions. Mais c'est pas grand-chose pour un film. Ok, merci. Quand vous voyez vos super productions américaines, ça peut être 150, 100 millions. Le cinéma, c'est cher. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de travail. Là, rien que sur un film comme ça, on va quand même appeler ça un petit film, étant donné que voilà, ça reste un film belge, premier film, premier auteur. Donc, on est sur un début de carrière, si vous voulez. Bah là, on est déjà, si vous devez comptabiliser toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, on est presque à 350 personnes. Donc, c'est pour vous dire à quel point, s'il faut donner des salaires à toutes ces personnes-là, ça va vite. Hein. Et puis il y a le temps aussi. Ouais, et puis ça dure. Ça se fait pas en une semaine, un film. Donc on paye aussi des gens.
voilà, pendant le tournage, la prépa, le tournage, la post-production. Donc ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Ouais, et au final, les gens qui travaillent pour le cinéma et dans le cinéma, ce sont des gens qui, on va parler de métier passion. Donc métier passion, ça veut dire qu'au final, si vous devez calculer toutes les heures que vous mettez dans le travail et ce que vous y gagnez, vous gagnez assez peu d'argent. Donc c'est pas un métier, en tout cas ce ne sont pas des métiers, parce que le cinéma, c'est pas qu'un métier, c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines de métiers différents. Et donc c'est pas quelque chose qui va vous rendre extrêmement riche, ça c'est clair. Mais bon voilà, c'est quand même assez gai à faire et chouette à faire. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui y sont investies. Et peut-être juste préciser, du coup, on a parlé du CNC en France, mais en Belgique, on a aussi un centre du cinéma qui aide les réalisateurs dans leurs projets en développement, en tournage et en finition. Voilà. Alors, il y avait une question. Ouais. Ici, Léo. Juste ici au milieu, là, en noir. Merci. Et puis, je vous ai vu devant. Ma question est plutôt sur vous, plutôt que sur le film. Est-ce que ça vous dérange ? Non, t'inquiète, mais pas trop personnel quand même. Ah, ok. Bah, non, vas-y, mais... Vous aviez dit que vous vous étiez inspiré du coup de ce que vous avez vécu. Ah oui, ok. Du coup, vous avez été dans un internat. Vous avez fait un sport aussi ou pas ? Ouais. Lequel, si ça vous dérange ? Bah, je faisais celui qu'on faisait tous à mon âge, hein, en Belgique, hein, le foot. Vous étiez fort ou pas ? Ouais, jeune, en classe de jeunes, j'étais... je sais pas si vous avez joué un peu. Moi, d'abord, j'ai commencé mes classes à Rhodes, puis j'étais à l'Union, puis j'ai joué beaucoup en équipe du Brabant, et puis j'ai fini dans une école de sport, donc une école de formation qui s'appelait le Centre de Soigny. Donc voilà, c'était ça, mais c'était il y a 20-25 ans, quoi. Ok, merci. Merci. Alors, ouais, ici devant, Camille peut-être, ouais. Et puis toi. Et puis derrière, ouais, je sais plus. Merci. Monsieur, le film vous a ramené. Quoi ? Il vous a ramené combien en bénéfice ? Le film ? Ouais, le film. Lui, dès qu'on a parlé d'argent, il a direct levé son doigt. Il est venu en Ferrari, hein. T'es venu en Ferrari. Ah ouais ? Toi ? Le film, combien il m'a rapporté directement ? C'est compliqué à t'expliquer parce que j'ai gagné une somme sur des années de travail. Ouais. Mais tout de même, je ne vous répondrai pas directement, mais dis-toi que le film, ça m'a pris 4-5 ans pour le faire et j'ai dû gagner à peu près dans les 100 000 euros. Mais sur 4-5 ans, donc tu dois calculer, quoi. Ça ne revient pas à tellement d'argent. Parce que tu divises 4 par 12, tu vois, puis tu calcules, puis tu divises à la somme. Au final, tu n'as pas gagné énormément, mais c'était chouette à faire en tout cas. C'était ça le principal. Et puis, partez aussi du principe que quand vous faites un film, bah, c'est une sorte d'entreprise que vous créez sur 4-5 ans. C'est une histoire que vous allez écrire, que vous allez à développer. Et donc, votre métier, il change constamment. Il est tous les jours différent. Et vos horaires aussi sont constamment différents. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire la même chose tous les jours. C'est pas on va au boulot le lundi à 8h, on rentre à 17h et rebelote le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, vous faites vraiment un projet que vous allez mener de A jusqu'à Z. Une fois que le projet est fini, bah, il faut en refaire un nouveau. Et vous n'avez plus de travail à ce moment-là, mais il y a quand même quelque chose de très excitant, quoi. C'est comme si vous, du jour au lendemain, je vous dis, allez les gars, on va créer un business, on va créer un produit, on va essayer en 50 temps de le commercialiser. Et donc, imaginez-vous toutes les tâches par lesquelles vous allez devoir passer pour réaliser votre projet et créer votre produit. Il va falloir le designer, l'inventer, trouver ses spécificités, faire le marketing. Donc c'est assez chouette. Un film, c'est que c'est une entreprise. Et vous engagez des gens, vous rencontrez des gens. Il y a plein de choses qui se passent, quoi. Merci. Alors, ouais, ici, d'abord, ouais, toi, et puis on prendra toi. J'ai une question. Est-ce que la réalisation vous a semblé facile ou difficile en général ? Bah, j'avais quand même 10 ados de 17 à 18 ans. Donc c'était pas facile, quoi. Maintenant, je les connaissais très bien. J'avais fait énormément de répètes avec eux. Ça faisait 6 mois que je les voyais 2 à 3 fois par mois. Donc on s'entraînait, on répétait.
Puis la plupart sont des vrais boxeurs. Donc il n'y en a qu'un qui boxait pas. Et donc c'était assez cool parce que de temps en temps, on partait même boxer et tout ça. Donc... Mais on a surtout répété le texte parce que ce n'étaient pas des acteurs. Il a fallu qu'ils apprennent. Ça a été très compliqué. Puis on a trouvé des trucs pour qu'ils soient plus à l'aise. Évidemment qu'ils se sentent capables de faire un film parce que c'est pas si facile de jouer. Comme vous avez vu ce qu'ils ont fait là. Alors que ce sont des jeunes qui avaient, quand on les a castés, ils avaient max 17 ans. Ils ont été, pour la plupart, trouvés dans des clubs de boxe. Donc, c'était des jeunes qui, voilà, c'était tout nouveau pour eux, c'était impressionnant aussi. Maintenant, ce qui a été vraiment très dur sur ce tournage-là, c'est le temps. C'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On avait que 30 jours pour faire tout le film, tout tourner. Et voilà, il n'y a rien à faire. Dès le moment où vous avez plusieurs personnages, plusieurs acteurs, des jeunes qui n'ont pas spécialement une maîtrise du texte, donc il faut qu'ils leur rentrent leur texte, il faut qu'il soit juste. Ben voilà, c'est toujours une course contre le temps. Donc ça a été le plus difficile. Et puis il y a eu tout ce qui est cascade, combat. C'est pas simple de mettre en place des combats en cinéma. Parce que voilà, il faut respecter beaucoup de règles pour les protéger. Il ne faut pas que les coups soient véritablement échangés. Ce ne sont pas des jeunes qui sont habitués à taper dans le vide. Ou tu vois, il faut gérer tous ces axes. Donc ça n'a pas été facile non plus. Mais sinon, en termes de réalisation pure, c'est un film sur lequel j'ai utilisé un système où j'ai filmé à l'épaule. Donc la caméra, elle est sur un corps humain. Et donc c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu peux balader ta caméra plus simplement. Étant donné qu'il suffit juste que le caméraman marche, et voilà, il va réaliser son mouvement avec son épaule, avec son corps. Donc évidemment, il doit marcher calmement pour que ça soit fluide. Mais on n'a pas toutes ces installations sur rail, sur dolly, qui sont des installations plus complexes, qui prennent du temps et qui évidemment donnent un effet un peu plus smooth à la caméra et avec des plus grands travelling et tout ça. Donc moi, en ayant une caméra épaule, on a ce côté où ça tremble un peu plus, ça bouge un peu plus. Mais dès le moment où je vois que les acteurs sont moins à l'aise, je change mes axes. Donc en cinéma, la caméra, on peut la mettre là, mais on peut aussi décider de la mettre là, ou on peut décider de la mettre là. Et chaque position de la caméra, chaque manière de filmer l'acteur, ça renvoie à un effet différent et ça permet de raconter des choses différentes. Parce que, évidemment, si vous regardez une personne en face, ou si vous la regardez de derrière ou sur le côté, vous allez voir et comprendre des choses différentes. Et ça, c'est tout l'art de filmer aussi. C'est que sinon, on filmerait tous de la même manière. Et donc, le fait d'avoir une caméra plus mobile, donc sur patte humaine, ça me permettait de temps en temps, quand les acteurs n'étaient pas hyper à l'aise, je changeais du coup mes positions et j'adaptais mes mouvements. Et ça pouvait être plus simple. C'est évident que si votre caméra elle est sur une rail de 10 mètres, le mouvement des acteurs, il doit être le même. Dès le moment où les acteurs, vous leur permettez de jouer et d'être un peu plus naturel et d'avoir des mouvements, ou en tout cas une manière de se déplacer qui est un peu plus à l'improviste, et vous, comme la caméra aussi, elle n'est pas sur une rail, mais elle est sur des jambes, vous pouvez vous adapter. Donc ça m'a facilité la tâche, on va dire. Mais ça, évidemment, j'aurais jamais fait si j'étais pas avec des ados qui étaient non pros. Et tout comme j'avais envie d'acteurs de l'âge du film, donc des jeunes de 17 ans, et souvent en cinéma, ce qu'on va faire pour se simplifier la tâche, on prend des jeunes de 25, 26 ans, et on dit qu'ils ont 17 ans, on leur rase leur barbe et le duvet qu'ils ont là, et on dit voilà, ils ont 17 ans. Mais quand vous avez beaucoup travaillé avec des ados, ça se sent, et surtout quand vous connaissez bien le sport, on voit tout de suite quelqu'un qui a un corps de 17 ou 18 à quelqu'un qui a un corps de 25 ans. La musculature, elle n'est pas la même. Le corps, il est déjà développé. Et donc, moi, souvent, dans les films, je trouve que ça fait hyper faux, quoi. Mais bon, il y en a plein qui ne le remarquent pas. Merci. Tu peux passer le micro à côté et puis on passera encore plus loin et puis on reviendra en haut. Vas-y. Est-ce que, quand vous avez écrit le script et au moment où vous avez fini le film, il y a des scènes que vous avez dû enlever parce que vous n'avez pas pu les faire ou vous étiez dans l'incapacité de la faire? Alors ouais, j'ai dû enlever, avant faire le film, 25 séquences, mais j'avais aussi des scènes que j'ai tournées et que j'ai dû enlever. Alors de temps en temps, nous, dans ce film-là, en fait, ça va vous faire marrer, mais vous voyez Monsieur Boulers, l'éducateur. Les jeunes, ils avaient un truc, et ça je le montrais dans le film, ils passaient leur temps à se toucher les couilles et à serrer la main de l'éducateur.
C'était leur truc, quoi. Donc dans le film, on voit souvent les jeunes, ils sont toujours hyper contents de lui serrer la main alors qu'ils viennent de se toucher les couilles. C'était leur truc. Et c'était un truc que moi-même, je faisais à l'internat sport-études. On s'amusait tous à... Parce qu'il nous embêtait, nous, l'éducateur, à se moquer de lui comme ça. Et dans tout le film, on les voit faire ça constamment, jusqu'au moment où Camille l'avoue à Monsieur Boulers, comme c'est son ami. Il avoue, il lui dit, ouais, je dois vous avouer, chaque fois qu'il vous serre la main, en fait, ils se sont touchés les couilles. Et donc, du coup, Monsieur Boulers, il comprend, et ça le fait marrer. Il dit, ah, je comprends maintenant pourquoi ils ont tant envie de me serrer la main le matin. Donc, on avait écrit tout un truc comme ça. Avec, finalement, ça, on a décidé de tout enlever. Alors que ça marchait très bien, tout marchait. C'est juste que la toute première scène où on les voit descendre du bus et vouloir dire bonjour à Boulers comme ça, eh ben, ils le font mal, ils jouent mal. Et j'ai tout essayé, j'arrivais pas à les faire jouer bien. Même si la scène, elle est un peu moins bien que les autres, bah, j'ai décidé du coup d'enlever cette scène-là. Et donc du coup, comme ça introduisait cette manière de dire bonjour à Boulers, j'ai enlevé toutes les séquences où il y avait on va dire cette blague, juste parce que voilà, j'avais pas envie qu'il y ait un moment du début du film où ils soient un peu moins bons. Et c'est très important quand on fait un film, le début, on va appeler ça la primauté, l'effet de primauté. C'est comme quand vous rencontrez des gens dans la vie, les toutes premières impressions que vous avez sur eux, elles sont hyper importantes. Donc même les toutes premières impressions que vous donnez aux gens, elles sont super importantes. C'est ce qu'on appelle l'effet de primauté. Si dès le début du film, vous voyez qu'il y en a qui jouent un peu moins bien, un peu mal, eh ben pendant tout le film, vous allez vous dire ouais, lui joue mal. Et donc vous n'allez que détecter des moments où la personne joue mal. Et donc du coup, rien que parce que cette scène, il y en avait 2-3 qui étaient un peu moins bons, parce que c'était une grosse scène de groupe, de bande, où ils se marraient, où ils devaient faire cette blague, eh ben on a décidé de l'enlever. Et dès ce moment-là, on doit enlever toutes les scènes où il y avait ça. Donc ça devient un véritable... Enfin, tu imagines. Et c'est dommage, quoi. Donc jamais rater ces scènes du début. Moi, généralement, je demande à mes assistants que les toutes premières scènes du film, elles ne soient pas les premiers jours où je tourne. Parce que généralement, les premiers jours où vous tournez, vous n'êtes jamais très bon. Enfin, en tout cas, quand vous n'êtes pas encore très expérimenté. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'ai perdu 5-6 scènes comme ça. Mais ça, c'est des scènes que tu as tournées et que Ouais, tu as que choisi j'avais de ne pas tournées, ouais. prendre. Est-ce qu'il y a des scènes que tu as écrites et que finalement, tu n'as pas tournées? Bah oui, mais ça, oui, il y en a évidemment que j'ai écrites et que j'ai pas tourné, mais dès le moment où on statue un scénario, on tourne tout. Tu vois ? C'est juste que un mois avant le tournage, je me suis rendu compte qu'il nous manquait de l'argent. Donc il nous manquait 200 000 euros. 200 000 euros, c'est à peu près 5 jours de tournage. Et donc du coup, j'ai enlevé 25 scènes, 5 scènes par jour. Et donc pour regagner 200 000 euros, si tu veux. Mais ça, c'est les aléas du tournage. Ça reste un business aussi. Chaque jour de tournage, c'est de l'argent. Chaque scène coûte de l'argent. Si, par exemple, tu mets accident de bagnole dans le tournage, bah, la prod, elle vient chez toi, elle dit, bon, là, c'est simple, l'accident de bagnole, il va nous coûter 120 000 euros. Est-ce que tu ne voudrais pas faire une scène où il n'y a pas d'accident de bagnole, plutôt un accident de vélo? Parce que là, comme ça coûte 100 000 euros de moins. Et donc voilà, tu réadaptes constamment comme ça quand il te manque de l'argent. Donc il y a plein de scénarios au final où le réalisateur ou la réalisatrice, ils ont écrit des choses et en fait on leur a demandé de revoir à la baisse en fait leurs ambitions pour rentrer dans le budget. C'est pour ça que les premiers films sont différents aussi des grands réalisateurs qui sont déjà à leur 10-20e ou des grandes réalisatrices qui sont déjà à leur 10-20e film. Parce que voilà, ils sont des gens à qui on fait tellement confiance qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un peu des questions dans le fond de la salle? Non? C'est au premier rang. Ouais, alors on va passer juste derrière et puis on revient vers toi. Ça va? Si tu as fait du foot, pourquoi tu as choisi de faire la boxe, genre dans le film? Alors, j'ai choisi la boxe parce qu'il y a un truc qui m'intéressait dans le film. Je pense que vous avez remarqué, c'est que sa douleur, elle ne vient pas de l'accident qu'il a eu. Elle vient de ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui a eu un trop-plein. Il y a un trop-plein de violence, moi je pense, qu'il a eu. Et l'accident, c'est un peu ce qui va... Parce qu'au final, dans l'idée de l'accident, il atterrit... il est amorti dans sa chute. C'est pour ça qu'il ne se fait pas du tout mal. Parce que normalement, avec une telle chute, il aurait dû se briser les os. Donc là, dans l'idée, il est amorti.
Et donc, l'accident, même la chute qu'il va vivre, c'est pas ça qui va le blesser. Charlotte? Oui. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas la chute qui le blesse. Ce qui le blesse, c'est son mental, c'est le psychologique. Et c'est ce qu'on va appeler en psychologie une douleur qui est psychosomatique. Psychosomatique, ça veut dire que la blessure que vous avez, c'est pas une lésion réelle. C'est pas comme si vous aviez une jambe cassée ou que vous aviez une énorme coupure ou un muscle déchiré. Non, c'est votre cerveau qui pense qu'il est blessé. Et donc, quand le cerveau pense que vous êtes blessé, le cerveau, c'est la base même des nerfs et de la douleur. Il envoie l'information de douleur. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'il va avoir Camille. Il va avoir une impression de douleur, il va avoir une sensation de douleur qui est purement psychologique. C'est son esprit qui le trahit, si vous voulez. Vous voyez? Et je trouvais que la boxe, c'est un sport qui fonctionne bien, parce que la boxe, c'est un sport de contact. C'est un sport où la douleur, elle est banalisée. C'est qu'un bon boxeur, c'est ce que me disaient souvent les jeunes, ils me disent souvent, nous, quand on est en combat, si on crève de mal au foie, parce que voilà, on en a pris 2-3 des coups déjà dans le foie, notre but, c'est de masquer la douleur au foie pour pas que l'adversaire le voie et continue à taper dans notre foie. Parce qu'il y a un moment, quand on tape trop dans le foie, on tombe dans les pommes, quoi. Et donc, du coup, le boxeur, il a toujours ce truc il connaît la douleur, il est habitué à la douleur et il doit simuler et masquer sa douleur. Ça fait partie de ce sport. C'est un sport de contact. C'est pas comme le foot où on vous touche à peine. On nous entraînait même à tomber dès le moment où on avait une petite pression. Il fallait qu'on tombe tout de suite, surtout si on était dans le dernier carré. Et donc, moi, c'est un sport où énormément de fois, le football, j'ai fait semblant d'avoir mal pendant 1 à 2 minutes juste pour me reposer. Parce que je venais de faire un énorme sprint. Comme moi, j'étais ailier, donc je devais pistonner constamment, jouer en 3-5-2. Donc vous vous imaginez, je devais défendre, attaquer constamment. Et donc, je trouvais que la boxe, il y avait un paradoxe qui se crée. C'est que Camille, il est dans la toute-puissance. C'est un gamin qui est habitué à la douleur. C'est quelqu'un qui est un champion de boxe. Mais malgré tout, dès le moment où sa douleur, elle devient psychologique, dès le moment où il ne comprend pas l'origine de sa douleur, il ne comprend pas pourquoi il a mal, il est complètement perturbé et il remet tout en question. Et je trouvais que ça marche bien. Parce que si vous voyez, tous ses amis, ses entraîneurs, toutes les personnes qui sont proches de lui ne comprennent pas pourquoi il a un problème avec la douleur, étant donné que c'est un jeune homme qui est censé être habitué à la maîtriser ou à la contrôler, ou en tout cas passer au-dessus. Et donc je trouvais que la boxe fonctionnait bien dans ce sport, et pas du tout dans le foot, pour être honnête avec vous. Merci. Alors, tu avais une question devant ? Ouais. Bonjour. Déjà, merci pour le film, il était très intéressant, il était très captivant. Et ma question, c'est est-ce que je pourrais jouer dans votre prochain film? Le problème, c'est que le prochain, je filme des gens de 30-35 ans. Tu as l'air d'avoir 16 ans, à tout casser. 16, ouais. Donc ouais, mais par contre, t'as plein de possibilités de faire des films, hein, en tant que figurant déjà. Tu dois te renseigner sur Internet et tout, et aller sur les plateaux un peu, voir si t'aimes ça. Parce que c'est beaucoup d'attentes. Hein. Moi, je vais être acteur. Ouais, je sais. Mais acteur, ça commence par les petits boulots aussi. Et puis faire du théâtre, faire plein de choses. Je vais rebondir sur ta question. Est-ce que tu peux un peu nous parler du coup du casting de ton film? Parce que tu as dit que tu avais casté des vrais boxeurs. Camille, par contre, il avait déjà joué dans des films. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as réuni tout ce petit monde, comment tu les as trouvés, tes boxeurs et les autres personnages? Alors en fait, donc nous, on avait 2 manières de procéder. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de 17 ans, c'est très rare. Et le pire, c'est qu'un acteur de 17 ans, il va pas avoir longtemps 17 ans. Donc il a très vite 18, 19, 20. Donc même si on découvre un acteur de 17 ans, l'année suivante, il a déjà plus le même âge. Donc c'est l'endroit souvent où on va devoir utiliser ce qu'on appelle un casting sauvage. On va devoir aller chercher des jeunes qui n'ont pas d'expérience parce qu'en fait, il n'y a tout simplement pas d'acteurs
qui font cet âge-là. Et donc nous, comme moi j'avais besoin de sportifs quand même de bon niveau, étant donné que j'avais beaucoup de scènes de boxe et de combat, ben voilà, c'est ce qui prend le plus de temps en cinéma, c'est de chorégraphier les combats, les actions et tout ça. Parce que voilà, il y a énormément de règles de sécurité, et en plus de ça, il faut être agile. Donc c'est pas simple. Il faut que les acteurs apprennent les chorégraphies. Donc je me suis dit, je vais pas m'embêter. Je sais qu'un boxeur, c'est quelqu'un qui aime le show, qui aime le ring, qui aime être vu. Donc ce sont des gens qui peuvent être capables de jouer. Parce que pour jouer, il faut quand même être à l'aise avec son image. Il ne faut pas avoir peur de donner beaucoup. Donner beaucoup, ça veut dire parler fort, faire des blagues, avoir envie d'être regardé, aimé. Donc tout le monde n'est pas comme ça, loin de là. Mais en tout cas, chez les jeunes, quelqu'un qui est plus timide et tout ça va avoir peur de la caméra. Et donc ça va être plus compliqué de l'amener à un haut niveau dans ses émotions. Donc on s'est dit, on va aller travailler, on va aller chercher des boxeurs dans des clubs de boxe. Donc on a choisi la ville de Paris parce qu'on avait beaucoup de clubs dans toutes les banlieues de Paris. Et donc on a fait toutes les banlieues, on a fait tous les clubs et on a tiré comme ça 400, 500 profils de jeunes qu'on a commencé à caster. Et par après, on a commencé tout doucement à intégrer des jeunes qui sont ce qu'on appelle des jeunes d'agence. Des jeunes d'agence sont des jeunes qui ont déjà été repérés à 12, 13, 14 ans, 15 ans pour certains, et qui ont maintenant le bon âge pour le film. Et donc c'est comme ça que Camille, qui avait déjà fait un film avant, est rentré dans le projet. Le problème, c'est que Camille, donc Samuel Kircher, c'est le seul qui ne savait pas boxer, il savait faire que du karaté. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc comme on avait de l'avance, on avait 5-6 mois d'avance, eh ben on a engagé 2 boxeurs professionnels qui l'ont formé 6 fois par semaine pendant 5 mois. Et voilà, mais bon, ça coûte énormément d'argent de former un jeune avec des pros. Et donc voilà, on ne pouvait en former qu'un. Donc tous les autres, eux, ont de l'expérience. Et donc c'est comme ça qu'on a constitué petit à petit notre casting. Mais par exemple, Anna, donc, qui joue Yas, bah, elle a été trouvée dans la rue. Elle marchait dans la rue et la directrice de casting a trouvé qu'elle avait une belle présence et elle lui a demandé si elle voulait faire des castings. Donc c'est vraiment du hasard, ça arrive très peu, ça arrive pas souvent. Merci beaucoup. Alors, ouais. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour le film. Je trouve ça important de parler de masculinité actuellement et de vulnérabilité. J'avais une question sur le titre du film et sur le fait d'insérer tout cet élément autour des renards dans votre film. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça ? Alors, j'ai choisi d'appeler le titre, de donner le mot renard au titre, juste parce que j'avais pas envie de faire un titre qui avait une référence directe à la boxe, car je partais du principe que c'était pas un film qui était totalement sur la boxe, car on était même éloigné. La boxe, c'est juste, on va dire, l'arène. C'est c'est la passion qui unit les personnages, mais c'est pas l'idée, c'est pas devenir le plus grand champion de boxe. C'est pas, la narration n'est pas focalisée sur devenir un grand champion. Donc, et j'avais envie d'appeler le film comme ça parce que pour moi, le renard, c'est l'élément qui connecte toute cette jeunesse. C'est l'élément un peu singulier du film. C'est un film de groupe et c'était hyper important de filmer un groupe, de montrer à quel point le groupe, donc vous parliez de masculinité, mais à quel point la masculinité, ça existe à travers le groupe. Mais dès le moment où on est tout seul, c'est plus un concept qui est totalement réel. Donc c'est un concept qui existe que parce qu'on relationne entre nous. Et ce qui, moi, m'amusait, c'est que Camille, au final, dans ce film, au début, il existe dans le groupe. Il est qui il est parce que le groupe existe autour de lui. Donc il est ce champion. Il est invulnérable. Il est puissant. Il aime son sport. Mais dès le moment où il a une faille et dès le moment où psychologiquement ça ne va plus et qu'il n'est plus capable de boxer, parce qu'à la fin, il en arrive même à un point où il a du mal à blesser son adversaire. Il n'est même plus capable de blesser, il n'est même plus capable d'aller amener au KO. C'est juste parce que son ami à la fin est là et que son prof lui dit « mets le KO » qu'il le fait. Mais c'est quelqu'un qui a de plus en plus de mal avec ce sport. Donc il va arrêter ce sport progressivement. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme les autres n'acceptent pas que Camille, justement, devient faible, vulnérable, qu'il le pousse à la puissance, Camille, d'une certaine manière, il est un peu éjecté du groupe. Petit à petit, il doit apprendre à vivre en dehors du groupe.
Et c'est ce que j'aimais bien avec cet animal, le renard, c'est que c'est un animal, contrairement au loup. Le loup, ça vit en meute, mais le renard, c'est l'animal c'est un animal qui est territorial, et c'est un animal qui est extrêmement indépendant et seul. Il chasse seul, il est constamment seul. Et en plus de ça, c'est un animal qui n'est pas dans la compétition. Ça veut dire qu'un renard, si il voit qu'il y a un autre renard dans la zone de chasse qu'il a, ben il quitte cette zone et il va dans une autre zone. Il ne va jamais se mettre en compétition avec un autre renard. C'est pour ça qu'on parle d'animaux territoriaux. Donc le renard, il va choisir son endroit. Le seul endroit où on va voir beaucoup de renards, c'est les endroits où on leur donne de la nourriture. Ça peut être les villes. Dans cette idée-là, c'est l'internat. Dès le moment où les renards peuvent trouver de la nourriture facilement, bah à ce moment-là, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ne sont pas en compétition les uns contre les autres. Et donc, moi, ce que j'aimais bien avec Camille, c'est que petit à petit, il apprend à vivre en dehors du groupe. Il apprend à quitter, d'une certaine manière, la compétition. Et voilà, à l'image de cet animal qu'il adore, quoi, qui est un animal hyper important pour lui, qui regarde même au début de ce film. Puis je trouvais aussi que l'animal, il raconte l'amitié, étant donné qu'au début, c'est un rituel. Donc, pendre de la viande pour regarder des bêtes manger, c'est quand même un truc chelou qu'ils ont inventé. Donc, on va appeler ça un rituel. Et ces jeunes, ils ont ce rituel à deux. Et au fur et à mesure que leur amitié, elle meurt, eh ben, la bête aussi, le renard, va mourir parce qu'il est mis en difficulté par le voisinage ou par les chasseurs. Et donc, on va assister comme ça à deux choses qui s'effondrent. Leur amitié comme la présence de l'animal dans l'internat. Donc voilà, c'était pour faire des connexions. Et puis je trouvais que du coup, j'aimais l'animal parce qu'il m'aide à plein d'endroits du scénario, que ça soit cette chasse, que ça soit cette chute. Et voilà. Et donc j'ai décidé de le mettre dans le titre. Un titre, ça ne doit pas non plus être très significatif, hein. Ce qui est important, c'est que le titre, il va vous guider vers ce qu'est le film. Et là, dans l'idée, je trouvais que c'était un film plus poétique et plus focalisé sur l'amitié que sur la puissance et la boxe. Donc voilà, on a décidé d'appeler le film comme ça. C'est un titre un peu bizarre, hein, je vous avoue, qui pose beaucoup de questions. Beaucoup de gens me posent des questions, quoi. Merci. Alors, on a une question ici à droite. Moi, je me demandais, parce que j'ai l'impression que la psychologie de Camille, elle est vraiment centrale, surtout vers la moitié fin du film. Et donc, je me demandais, surtout vers la fin, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est de plus en plus mal, même pendant son dernier combat, on voit qu'il gagne, mais genre, il a vraiment pas l'air heureux, il a l'air vraiment mal en point. Et donc, je me demandais à la fin, il termine, il est en voiture avec Mathéo et tout, mais en fait, je me demandais, il part et qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il va vraiment devenir, parce qu'il a l'air d'être tellement mal, mais il veut rentrer. Enfin, en fait, je comprends pas ce qui va lui arriver et je comprends pas la fin de cette narration parce qu'il est vraiment à un point culminant de son mal-être. Et en fait, après, on a l'impression que 2 scènes après, tout va bien et juste il rentre et il est heureux. Enfin, je comprends pas très bien. Bah, en fait, tu dois voir le combat, le tout dernier combat, comme au final, il est allé à l'encontre de ce qu'il voulait. Ça veut dire que ce gamin-là, il a compris à un moment donné que psychologiquement, il y avait un problème, il y avait une faille. Et ce problème psychologique, il est dû à une chose, c'est que son cerveau veut qu'il arrête de boxer. Ça, c'est le vrai problème. Un peu comme dans un burn-out. Quand votre cerveau n'en peut plus du travail que vous fournissez, il va commencer à vous affaiblir, à vous donner des maux de tête et tout ça, à vous faire dormir énormément de temps, à plus être efficace dans le travail. Et donc vous finissez par abandonner votre travail, vous allez faire un burn-out. Là, Camille, ce que vous voyez, ce que tu vois, c'est un burn-out. C'est juste que comme il y a tellement d'attentes, il est tellement doué, il y a tellement une destinée derrière lui, qu'il n'arrive pas à faire le pas lui-même d'abandonner. Et au pire, il fait pire, il accepte la douleur. Mais pas n'importe quelle douleur. Il accepte une douleur qui n'est pas comme une douleur d'un pied cassé, où tu sais que ton pied va finir par se résorber et tu ne vas plus avoir mal. Il accepte une douleur et il ne sait pas quand cette douleur s'arrêtera. Donc c'est une douleur insupportable. Tu t'imagines si maintenant je te dis tu as mal, je ne peux pas te dire quand ça s'arrêtera. Donc il accepte ça juste pour aller et pour faire plaisir au final à toutes les espérances et toutes les attentes qu'ont son entraîneur, son école et tout ça. Mais le truc, c'est qu'il prend trop. Il prend trop. Et c'est ce que tu vois dans le dernier combat, c'est qu'il pleure même à la fin, il n'en peut plus, il a trop pris, il s'est trop donné, mais il sait aussi une chose, c'est que maintenant il est allé au bout de ce qu'on voulait, de ce qu'on attendait de lui, et il sait qu'il peut abandonner. Il n'a pas réussi à le faire par lui-même, malheureusement. Il n'a pas été assez fort pour ça. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est important
dans notre société, c'est d'arriver de temps en temps à abandonner des choses. Et je sais que ça peut être terrible à dire, mais de temps en temps, il ne faut pas se mettre trop de pression, surtout dans le sport. De temps en temps, il faut savoir abandonner, il faut savoir aller vers quelque chose d'autre, rebondir vers autre chose. C'est important, parce que voilà, ce sont des vies particulières. Et même, peut-être dans vos études plus tard, peut-être qu'il y a des études que vous allez détester, vous n'allez pas les aimer, mais vous allez vouloir les réussir uniquement parce qu'on vous les a payées, mais vous n'allez peut-être pas être heureux. Donc il faut savoir de temps en temps arrêter les choses pour en recommencer des nouvelles. Et donc lui, il va aller jusqu'au bout de ce combat. Mais pour moi, ces larmes, les larmes qu'il a, c'est des larmes de libération, parce qu'il sait que c'est fini. D'ailleurs, il ne va même pas chercher sa ceinture, il ne va même pas à sa cérémonie, il donne la veste d'équipe de France à son pote. Il n'a même pas envie que son pote le ramène. Il a envie de prendre le train. Voilà. D'une certaine manière, il va vers le monde du quotidien. Ça va devenir un gamin normal, quoi. Mais en tout cas, il sait et il a réussi à arrêter quelque chose. Arrêter quelque chose dans lequel il aurait pu gagner énormément d'argent et il aurait pu avoir une très grosse carrière. Mais c'est aussi un sport ultra violent. Et comme moi me disait Matteo, Faisal, qui joue dans le film, c'était un boxeur qui a quand même été à un haut niveau. Il a fait 8 ans de boxe dès son plus jeune âge. À 12 ans, c'était déjà un champion. Ben, il me disait, c'est quand même 80% des coups, c'est dans la tête. Et voilà, et je peux vous le dire, à 30, 40 ans, t'emmènes plus large et tu combats depuis que t'es tout petit. Et donc voilà, Camille s'est sauvé de ça et il a réussi à la toute fin. Mais il a dû aller jusqu'au bout des championnats. T'as vu son visage à la fin, il accumule tellement de souffrance. Donc rien ne va dans ce qu'il fait. Parce qu'il n'arrive pas à abandonner. Le film, il raconte ça un peu, si tu veux. Et puis il clôt aussi son amitié, enfin il dit au revoir finalement aussi à son amitié avec Matteo dans cette scène dans la voiture qui lui permet, qui va lui permettre probablement d'aller vers autre chose. Ils sont très différents, hein. Au début du film, ils se parlent, ils s'adorent, ils sont super potes. Mais à la toute fin, il y a eu tellement de choses qui s'est passées dans leur amitié que voilà, il y a quelque chose d'un peu cassé. Alors ils sont encore contents d'être l'un avec l'autre. Matteo a compris qu'il avait vraiment des douleurs, il simulait pas. Ils n'arrivent plus tellement à se parler, mais ils se regardent avec affection. Et puis, ils arrivent surtout à se dire au revoir, ce qui est important. Se dire au revoir, c'est important quand on a eu une belle amitié, en tout cas, et qu'on a cru à un moment qu'on ferait un bout de chemin ensemble, quoi. Merci. Oui. Je voulais savoir, est-ce que les renards, c'est des vrais ? Ceux qui sont vivants, oui. Ceux qui sont morts, non. Donc les renards que tu vois morts, généralement c'est des peaux de renard dans lesquelles on met de la paille et on met des yeux, des billes, tu vois. Et puis avec du maquillage, on fait des cadavres, quoi. Mais sinon le renard que tu vois vivant, c'est un vrai renard, voilà, à qui on donnait de la nourriture, parce qu'il fait que manger le renard dans le film, donc c'était pas trop d'action difficile à... Merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore une question de ton côté, Camille. Ouais. Voilà, je suis là. Quelles sont vos références ? Est-ce que tu avais un film de référence pour ce film-là ? Je te vois pas. Il est juste derrière le... Peut-être mets-toi debout si tu veux bien. Juste parce que Je repose là. Ah, mais... T'es en plein dans la lumière, donc c'est comme si je regardais... Ouais. T'es vraiment avec le... Je regardais le soleil, quoi. Ouais. Alors, ouais, j'ai des films de référence. Alors, d'ailleurs, si vous aimez le cinéma, n'hésitez pas à les noter parce qu'ils sont cool. Donc, j'ai un film de Ken Loach qui s'appelle Kess. Vous le connaissez, Kess ? Donc, c'est l'histoire d'un jeune de 15 ans qui vit dans les cités anglaises et il est vraiment bien, ce film. Et il a repéré un faucon. Il a repéré le nid d'un faucon et il va piquer un oisillot du faucon. Et donc il va commencer à devenir l'éleveur d'un faucon. Et évidemment, dans son quartier et tout ça, il gère quand même un rapace et tout. Il est assez cool, le film, très charnel, puis il y a un beau rapport avec l'animal et tout. C'est un très très grand film, hein, par contre. Puis il y a un autre film qui s'appelle Kids Return de Kitano. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de nouveau un film avec des jeunes, des ados. Là, on est au Japon. On suit deux jeunes hommes. Et ces deux jeunes hommes, ils vont rentrer dans un club de boxe
Alors il y en a un qui va être excellent et il y en a un qui va être nul, nul, nul. Celui qui est excellent, on va vite lui proposer des combats et voilà, de boxer pour de l'argent. Et celui qui est nul, il va rentrer chez les Yakuza, donc la mafia japonaise, en se faisant un peu passer pour un super boxeur. Et ils vont tous les deux avoir un parcours, l'un comme boxeur et l'autre comme Yakuza. Et puis petit à petit, ça va merder pour les deux et ils vont se retrouver. C'est une belle histoire d'amitié. Sinon, il y a un autre Comment film. il s'appelle celui-là? Kids Return. Ok. Et puis il y a un dernier, une des dernières grosses inspi du film, c'est Gummo. Gummo de Harmony Korine. Alors là, c'est vraiment c'est le pur film d'adolescence. Mais vous êtes aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis. C'est ça qui est chouette avec le cinéma, hein, c'est que c'est des histoires dans tous les pays du monde en fonction du réalisateur ou de la réalisatrice. Et donc là, dans Gummo, vous êtes dans une ville. Tu sais, les États-Unis, en Louisiane, ils ont souvent des ouragans, des tornades. Et donc tout a été détruit. Enfin, détruit en tout cas, la ville a été un peu remuée. Et les adultes ne sont plus là, je ne sais pas pourquoi. Et vous allez suivre une vingtaine de gamins qui errent dans cet univers détruit par la tornade et qui font des trucs méga bizarres. Donc voilà, c'est pas mal. Et dans tous ces films, il y a un rapport que moi j'ai repris. C'est ce qu'on va appeler le charnel. Le charnel, c'est quand vous allez amener un peu de chair dans votre film, un peu de sens, que j'utilise aussi le renard. C'est que le renard, il me permet aussi de filmer des cadavres, du sang, des bouts de chair, un arbre à viande. Et il me permet d'amener des choses un peu dégueu dans le film qui créent une atmosphère aussi. Donc dans Gummo, c'est particulièrement fort parce qu'évidemment, il y a plein d'animaux morts dus à la tornade. Et donc voilà. Et évidemment, le faucon et Kess, le jeune Kess, évidemment, son faucon, il mange que de la viande. Donc voilà, ça permet d'amener des images un peu fortes. Merci pour ta question. C'est intéressant ce que tu dis avec le charnel parce que tu parlais justement des coups de la boxe qu'on simulait, qui ne se voient pas, et puis en même temps, il y a cette blessure qui est vraiment ouverte quand il tombe, et puis il se fait mal aussi à plusieurs reprises. On a parfois cette impression qu'il a besoin que ça se voit. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont compris pourquoi il se faisait du mal, le héros, Camille? Oui. Attends, il y a Léo qui arrive avec le micro tout devant, enfin ici devant. Tu peux lever ta main? C'était juste devant. Ouais, tu peux prendre le micro et le donner à côté. Merci. Vas-y, il est allumé normalement. Pour se convaincre qu'il a pas mal. Pour se convaincre qu'il a pas mal. Que c'est dans sa tête qu'il a mal. Et donc pourquoi se faire du mal à ce moment-là? Quoi? Plus avoir mal. C'est pour ne plus avoir mal. Tu peux passer derrière? C'est une proposition. N'hésitez pas à balancer les choses, hein, comme ça C'est pour essayer de se convaincre qu'il a une vraie blessure et que c'est pas dans sa tête. Ouais, et qu'il est pas fou, quoi. Et du coup, il joue avec cette douleur pour savoir. En tout cas, il joue avec la douleur qui arrive par le corps et par l'esprit. Parce que c'est deux sens différents. Hein. Vous voyez un peu comment ça marche une douleur. Donc vous avez mal, vous vous coupez. Donc vous avez mal et il y a l'influx nerveux qui amène l'information qu'il y a une coupure. Et donc le cerveau crée la douleur. Et donc vous savez que vous avez mal. Vous voyez? Mais ça peut aller dans l'autre sens. Le cerveau peut dire que vous avez mal, mais vous ne voyez pas de douleur. Vous voyez, ça peut être... Et donc, c'est tout à fait ça. C'est pour faire la différence entre ce qui vient du cerveau et ce qui vient du corps. Et puis, il y a en psychologie, on dit toujours qu'un esprit sain, c'est un corps sain. Donc, voilà. Mais il y a un autre truc aussi qui est important, c'est qu'il s'inflige aussi des douleurs pour montrer à ses potes que c'est pas la douleur le problème, c'est ce qu'il ressent, c'est cette douleur mentale, quoi. Parce qu'en se faisant du mal, il montre qu'il s'en fout en fait d'avoir des blessures et de se blesser. Ce qui lui l'importe, c'est aussi de prouver qu'il n'est pas en train de simuler, il n'a pas peur, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ta réponse est la bonne. En tout cas, c'est des choses un peu cheloues psychologiquement. Ça, c'est clair. À ne pas faire à la maison. Merci. Alors, il y avait une question. Toi, je sais pas. Non, t'as plus. Ok. Ici de. Ah.
On fait Léo et puis toi, Camille. J'ai une petite question. Est-ce que dans le film, il y a des moments où il se blesse réellement, où il y a vraiment des incidents qui se sont passés et les combats, est-ce que c'est des vrais combats ou c'était des combats scénarisés? Non, tout est simulé en fait. Et on a toujours des trucs en fait. Alors je vous en donne quelques-uns, ça va vous amuser. Quand il tape dans l'écorce de l'arbre, il tape en fait dans une gaine de caoutchouc. Scène très dure à faire parce qu'au final ça amortit. Et en fait la gaine de caoutchouc, elle s'ouvre quand tu tapes dedans et elle envoie du sang. Donc du coup, tu as les mains pleines de sang au fur et à mesure que tu tapes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu créais une écorce avec du caoutchouc, tu avais du sang dans les fissures, et donc quand tu tapes, ça envoie du sang, quoi. L'armoire, c'est différent. Quand vous ouvrez l'armoire, il y a une structure qui est tirée et qui va se mettre entre l'armoire et le tiroir. Donc du coup, l'armoire peut se fermer quand on l'ouvre, quand on la ferme, mais quand on l'ouvre, il y a la petite brique qui sort, et donc quand vous tapez, la brique, elle empêche de fermer l'armoire de ça, qui est tout pile la taille de son bras. Donc il a beau claquer l'armoire comme un fou, il y a la structure qui vient bloquer l'armoire, donc il se fait rien. Donc à tous ces endroits-là, il devait simuler la douleur. Et donc c'est là où il fait une belle performance. C'était ce qu'il avait le plus de mal à jouer. C'était simuler ses angoisses, ses douleurs et tout ça. Pour les combats de boxe, c'est encore différent. On utilise des casques de taekwondo, donc c'est pas des vrais pour les vrais connaisseurs de boxe ici. Je sais pas s'il y a des boxeurs, mais en tout cas, on utilise des casques de taekwondo qui sont des casques généralement pour envoyer des coups de pied, donc beaucoup plus larges. Parce que normalement, vous voyez, le casque il est trop large, c'est pas bon pour sa vision périphérique. Vous voyez ça? Vous voyez le casque qui est là? Il est trop large en fait. Un casque comme ça, tu peux pas tout voir, tu peux pas voir à 180 degrés. Donc c'est pas un bon casque pour boxer ça. Mais pour faire du taekwondo, tu as besoin d'une très grosse protection, étant donné que tu te prendrais quand même des coups de patte dans la figure, quoi. Et en plus de ça, on rembourrait les gants et les boxeurs ne pouvaient boxer qu'au. Donc ce qui est chouette avec la boxe mineure, c'est qu'avant 15 ans, on boxe à la touche. Boxer à la touche, ça veut dire le but, c'est pas d'aller mettre l'épaule, c'est pas de mettre de la puissance, c'est juste d'aller toucher. Donc, ce sont des boxeurs qui maîtrisent les touches. Donc, c'est des boxeurs qui vont jamais mettre de la puissance dans leurs coups. Et comme ils étaient assez haut niveau, on a quand même champion de Belgique, triple champion de France dans le film, champion d'Europe de MMA. Donc, on avait des gamins qui sont quand même, ils savent de quoi ils parlent. C'était assez simple pour Camille, puisqu'ils arrivent à maîtriser leur corps sans problème. Et donc voilà, donc ils se faisaient pas du tout mal. Et puis souvent, quand c'était vraiment des gros coups, genre des gros crochets ou des uppercuts, là on les simulait. Ça veut dire qu'ils touchaient même pas. Ce qu'on faisait, c'est que voilà, ils tapaient dans le visage, mais l'acteur faisait semblant de faire ça. Et nous, on mettait la caméra derrière pour pas qu'on voit qu'il n'y a pas d'impact. Et puis on rajoutait un son. Et boum. Donc c'est comme ça qu'on trichait. Donc c'est quasiment que de la triche. Un film, c'est que de la triche. Merci. Ouais, ici, Camille. Y aura-t-il une partie 2 de ce film? Non, c'est un film avec une fin ouverte. C'est-à-dire que le but, souvent dans les grosses productions américaines et tout, l'idée c'est de clôturer. C'est de clôturer parce que généralement, ils peuvent faire des sagas avec 1, 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5. Là, dans ces films-là, qu'on va appeler cinéma indépendant, ce qu'on aime bien faire, c'est ouvrir la fin pour que vous puissiez continuer à réfléchir dessus et que vous puissiez vous poser des questions et que, voilà, on ne vous impose pas la fin des choses. Donc, c'est un choix de réalisation qu'on fait. C'est, voilà, on va ouvrir. Donc, comme ça, tu peux te demander ce que Camille va devenir. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Ouais. La chute, elle était de combien de mètres? En vrai ou en faux? En vrai.
Mais en vrai, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit très glissant, hein, l'endroit où il tombe. Donc c'est un endroit où c'était assez simple, il suffisait juste de demander à un cascadeur de se laisser tomber, quoi, de glisser, quoi. Et donc c'est un jeune de 18 ans qui a fait la chute. C'est pour ça qu'il a mis la capuche. Du coup, vous ne le voyez pas. Le problème aussi, c'est que quand il y a des chutes comme ça, les perruques, elles ne tiennent pas. Parce qu'il n'avait pas les cheveux crôlés blonds comme l'acteur principal. Et donc, du coup, on l'a fait tomber. Et il a vraiment dû se rattraper à une pierre pour pas tomber. Vous voyez qu'il tombe et il se rattrape à une pierre et il tombe pas. T'as vu ça? Et donc, le problème, c'est qu'il n'a pas réussi tous les coups. Donc, de temps en temps, comme il va trop vite, il n'arrive pas à se rattraper. Et du coup, il tombe dans le vide. Donc voilà, on en avait 4. Il y en a 3 qui sont vraiment tombés. Voilà, on les a envoyés à l'hôpital. Non, c'est pas vrai. Non, ils avaient une corde et en fait, chaque fois qu'il tombe, il est rattrapé par la corde. Et donc, et nous, après, voilà, on efface la corde avec les programmes spécifiques pour faire ça. Et donc, du coup, il tombait généralement, s'il ne se rattrapait pas à la pierre, il tombait de 3 mètres ou 2 mètres, mais il était rattrapé par la corde, un peu comme quelqu'un en escalade. Tu vois? Et donc, du coup, c'était pas si dangereux. Et ce qu'on fait aussi, c'est que, d'ailleurs, je vous donne des petits trucs, comme ça, vous pouvez regarder. Généralement, les cascadeurs, ils ont toute une armure de plastique partout sur tout leur corps, un peu comme un motard. Vous voyez, les motards, ils ont des articulations en plastique partout. C'est pour ça que souvent, ils sont habillés avec des vêtements larges. Et c'est pour ça que là, il a un gros hoodies avec une capuche, il a un pantalon large et tout. C'est parce que le cascadeur, il a toute une armure. Et donc, quand il tombe, il se fait pas mal. Tandis que le héros, dans l'histoire, il se râpe le bras en attrapant la pierre. Vous voyez, c'est la pierre qui lui fait la cicatrice. Voilà. Merci. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit mot du personnage de Yas, dont on n'a pas beaucoup parlé du coup, voilà, qui amène une dimension intéressante, puisqu'elle amène autre chose aussi au film, par la musique notamment, et puis parce qu'elle est là aussi au moment où Camille change et s'éloigne aussi. Alors, ce qui est intéressant avec Yas, donc le personnage féminin, c'est que c'est un personnage, c'est un peu une sorte de... Il y avait beaucoup de filles comme ça, moi, quand j'étais à l'internat en sport. Donc, c'est une fille un peu tomboy, c'est une fille costaud, quoi. Elle a une forte personnalité. Elle sait facilement remettre à leur place le groupe de boxeurs, ce qui n'est pas facile. À l'internat, les boxeurs, généralement, on rigole pas avec eux. Et ce que moi j'aimais bien, c'est que c'est une fille au final qui a déjà scindé les choses. Ça veut dire qu'elle n'est pas qu'une combattante, c'est aussi une musicienne, mais elle a une certaine discrétion. Elle aime bien partir en forêt pour jouer, parce que la trompette, c'est un instrument qui est extrêmement bruyant, donc elle n'a pas spécialement envie de se faire remarquer. Et donc elle a déjà un rapport où elle a divisé ses passions. Elle n'est plus dans une optique de devenir une championne, elle n'est plus dans une optique de compétition, mais elle est dans une optique d'apprendre à kiffer les choses. Et c'est ça que Camille il aime bien chez elle, c'est qu'il voit en elle une certaine sensibilité que lui est en train d'acquérir, et il voit aussi qu'elle ne se met pas la même pression que tous les autres. Et donc il prend du plaisir à l'écouter, à la regarder. Et ce qui va être bien, c'est que dès le moment où il prend du plaisir à l'écouter jouer, elle est flattée par ça, parce qu'elle est flattée qu'il aime bien sa musique. Et donc elle va lui donner un peu de manière réciproque, elle va l'écouter aussi. Et c'est ça que lui, il a besoin en fait dans le film, c'est qu'il a besoin d'être écouté. Parce que lui, depuis le début, il essaye de dire aux gens qui souffrent et personne ne l'écoute. Ça, c'est insupportable quand on est jeune et même quand on est adulte. Donc c'est important de s'écouter. Même si vous ne croyez pas au discours de l'autre, vous l'écoutez. Moi, je vous donne un truc. Quand j'étais en foot, on est toujours en compète. Et très vite, tu es là, tu vas rentrer sur le terrain et tu en as toujours un qui... Bon, l'équipe adverse, il sait que son adversaire direct, il est trop fort pour lui. Ça arrive souvent au foot, malheureusement, parce que c'est souvent on a souvent un homme. Et il va commencer à te dire « Ouais, mec, j'ai hyper mal à mon genou, là. Je sais pas si ça va aller. Est-ce que surtout ton bac, est-ce que tu reviens bien pour m'aider et tout ça ?» Et donc, moi, je me souviens, à l'époque, on commençait à se foutre de sa gueule. On n'écoute pas, quoi. On n'écoute pas. Alors que si tu l'écoutes et tu lui dis « Ouais, putain... tu essayes de comprendre ce qu'il a, tu essayes de lui dire « Écoute, je vais essayer de t'aider comme je peux. » D'une certaine manière, ça l'aide parce que
ben voilà, il sait qu'on l'a compris, il sait qu'on est d'accord avec lui, donc on va sûrement peut-être l'aider. Alors même s'il dit n'importe quoi juste par excuse, ben au moins on l'a écouté. Si on lui dit ouais, on se fout de lui et tout ça, après il va mal jouer et puis il va dire tu vois, je t'avais dit, j'étais pas bien et tout. Donc en fait, c'est toujours important de s'écouter, même si vous ne croyez pas le discours de l'autre. Bon là, dans le cas de Camille, il a vraiment des problèmes, mais le fait que personne ne l'écoute, ça le fait complètement vriller. Yas, je pense pas qu'elle le croit, honnêtement. D'ailleurs, elle comprend pas trop ce qu'il vit, elle capte pas trop, elle lui dit même qu'elle le trouve excellent, que c'est un grand boxeur, mais elle prend la peine de l'écouter, et le fait qu'elle l'écoute, eh ben, ça permet de comprendre. Camille comprend des choses, il comprend que c'est peut-être psychologique, c'est peut-être pas une vraie blessure qu'il a. Et donc c'est à ce moment-là qu'il évolue. Parce que pour qu'il évolue, pour qu'il comprenne qu'il y a vraiment un problème mental, il a besoin de le figurer par lui-même. Et donc c'est à ça que ce personnage va servir. Elle va lui permettre d'évoluer, de changer. Et c'est une sorte de guide. Donc voilà, c'était ça qui était important. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas en faire une histoire d'amour. Parce que j'avais pas envie que c'est l'amour qu'il éprouve pour cette fille, qu'il le fait changer, quitter son groupe de garçons et son sport. Parce que c'est pas du tout ça qu'elle veut. Elle le voit comme un grand champion. Elle vient même le regarder pour ça. Non, c'est juste l'écoute entre les gens. Donc ça, c'est important. Voilà. Merci. Et moi, beaucoup. personnellement, quand j'ai eu mon accident, donc mon accident a été hyper trash, je vous l'avoue. Donc j'ai perdu énormément de sang, moi, dans mon accident. Et donc, j'ai pas été retransfusé. Ça veut dire qu'on m'a pas remis le sang qui me manquait. Donc évidemment, quand ça a pris 3 mois avant que j'ai de nouveau 5 litres de sang, parce que le corps, il prend quand même du temps à recréer le sang. Et puis quand il recrée du sang, il prend énormément d'énergie. Donc ça vous pompe énormément d'énergie, donc vous êtes toujours crevé. Donc évidemment, le football, je ne pouvais plus y jouer. J'étais crevé tout le temps. Puis vas-y pour expliquer à tes potes qu'en fait, tu manques de sang, Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Et donc, personne ne te croit. Évidemment, je n'avais pas les mots médicaux, j'avais rien. Et puis, évidemment, il y a une phase un peu post-traumatique que vous allez avoir. Parce que comme l'accident, il est méga violent, eh ben, vous pensez que vous allez encore avoir un problème. Et donc, moi, évidemment, j'avais des problèmes un peu comme Camille, mais plutôt au niveau du ventre. J'avais très mal au ventre tout le temps. Et j'étais très fatigué. Et j'arrivais pas à l'expliquer à mes amis. Personne ne me prenait au sérieux. Au point où ça m'a dégoûté de mon centre de foot. Et j'avais même plus envie d'être pote avec ces mecs-là. Et je me suis rendu compte que si c'était la compétition et tout ça, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté à cause de ça. Donc, voilà, de temps en temps, quand on n'est pas écouté et tout, ça peut vraiment être violent. Surtout qu'il n'y a aucun de mes potes qui ont vu l'accident que j'ai eu. Personne ne l'a vu. C'est juste que pendant 3 semaines, d'abord, j'étais à l'hosto, personne ne m'a vu, puis je suis revenu. Et voilà, j'avais une cicatrice qui est sur mon bras. Mais les gens, ils trouvaient ça cool, la cicatrice, mais elle était refermée. Donc c'est dur d'imaginer un accident quand personne n'était là pour le voir. Même Mathéo, il n'a pas vu l'accident de Camille, d'une certaine manière. Il l'a vu, il l'a cherché, mais personne n'a vu cet accident. Merci beaucoup. On va encore prendre... Même vous, spectateurs, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. On l'a fait exprès, en fait, pour ça. Que personne n'ait vraiment vu ce qu'il a vécu. Si on avait vu le corps tomber, boum, s'accrocher dans les arbres, là, on peut penser que c'est violent. Mais là, on le voit juste partir du cadre et puis c'est fini. Merci. On va encore prendre une dernière question ici devant. Attends, il y a le micro qui arrive. C'était quoi l'accident Moi, mon accident, tu veux savoir? Ouais. Ben moi, en gros, je suis passé à travers une porte vitrée. Mais du coup, ça m'a découpé l'artère et tout ça, quoi. Voilà. En fait, au début, j'étais à pleine vitesse et je suis passé dans la porte vitrée et du coup, j'ai mis ma main pour me protéger et ça a brisé la porte et le verre s'est effondré sur moi, quoi. Voilà. Bon, on va clôturer là-dessus. Ils sont curieux. Hein. Ben oui, mais c'est bien. Merci. Et on parlait d'écoute. Merci pour votre écoute. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, Valérie. Et bon retour. La sortie se fait par le bas de la salle. N'oubliez rien dans la salle. Voilà, parce qu'il y a des séances qui suivent. Bon après-midi.